Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 9 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Vous avez jeté un petit coup d'œil du côté de la Chine? Oui, parce qu'on vient d'apprendre ce matin que les réserves de change avaient encore fondu de 50 milliards, équivalent de 50 milliards de dollars au mois de décembre, et que ces réserves sont aujourd'hui encore au-dessus des 3000 milliards, enfin c'est ce qu'on nous dit, on va donc faire le petit effort de le croire, et ces réserves, la Banque centrale de Chine va tenter de les défendre en essayant par tous les moyens de rassurer. Alors rassurer les Chinois, ça a l'air d'être une tâche bien difficile, parce que ça fait quand même un an qu'ils liquident massivement leurs actifs en yuan. Et voilà que ça se complique. Alors, on n'ira pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'une crise interbancaire, parce que le secteur bancaire en Chine, il est quand même contrôlé par la Banque populaire. N'empêche que depuis une semaine, on assiste à une vague de tension des taux interbancaires qui n'est pas sans rappeler ce qu'on avait connu en 2011-2012 et qui avait conduit la BCE finalement à prendre le contrôle des marchés et à réduire, comme elle l'exprime elle-même, la fragmentation. Alors là, il n'y a pas de pays différents, avec des histoires économiques et avec des modes de fonctionnement différents. Non, bon là, c'est la Chine, donc on peut imposer d'un bloc une stratégie aux banques, et elles n'ont qu'à obéir, ou alors leurs directeurs seront probablement mutés au fin fond du Tibet. Alors, qu'est-ce que la Banque centrale a fait pour essayer de refluidifier les échanges interbancaires? Eh bien, ce matin, elle annonce des injections. Ben oui, chaque fois que le système bancaire ne marche pas, ou que ce soit sur la planète, on rajoute de l'argent, on en remet, on en imprime. Et ce matin, donc, la Banque centrale de Chine met 40 milliards de yuan sur la table. Allez, on a fait le calcul pour vous. Ça fait un petit peu plus de 6 milliards de dollars et l'équivalent de 6 milliards d'euros. Si ça ne marche pas, si ça ne suffit pas, elle en fera plus. Elle pourra toujours rajouter de l'argent. Mais elle ne résoudra pas le fond du problème, qui est que les banques chinoises sont perclues, truffées de mauvaises dettes. Alors les chiffres officiels, c'est moins de 2% de mauvaises dettes. Ce qui fait rire tous les spécialistes. Si on est à 10% de mauvaises dettes, c'est déjà miraculeux. C'est une vision hédoniste des choses. Je vous rappelle quand même comment on se l'a fait à la chinoise. Quand vous avez un créancier qui ne peut pas vous rembourser, eh bien, vous ne mettez pas un drapeau comme pour Monte Paschi di Siena ou d'autres banques italiennes, espagnoles ou portugaises ces dernières années. Non, vous dites à votre créancier « Ah bien, je prends en compte le fait que vous ne pouvez pas me rembourser tout de suite, donc j'allonge votre créance de 20 ans, 30 ans, et ça évite de l'inscrire comme un défaut de paiement. C'est juste une facilité qu'on vous fait. Allez, vous recommencerez à payer dans 10 ans. » Très bien, bon voilà, comme ça on neutralise effectivement le problème des mauvaises dettes. Sauf que là, il y en a tellement maintenant que même les banques entre elles ne se font plus confiance. Et que dire du shadow banking? Shadow banking qui est d'ailleurs souvent sous le contrôle des banques officielles. Qu'est-ce que c'est que le shadow banking? Eh bien, c'est la possibilité de packager de la dette pour en faire profiter les copains, les oligarques, etc., de l'épargne bien rémunérée, à haut risque évidemment, mais bon, de toute façon, si jamais ça devait mal tourner, les initiés auraient tout balancé et auraient converti leur yuan en dollars. Bah tiens, c'est pas ce qu'ils ont commencé à faire l'année dernière quand même, puisqu'on a vu les réserves fondre d'environ 1000 milliards de dollars. Voilà, donc la Chine, c'est pas du tout un souci, et c'est pourquoi vendredi, on a vu le VIX, l'indice de la peur aux États-Unis, atteindre son deuxième plus bas historique, ou quasiment. On est repassé en dessous des 12 à 11,85. Autrement dit, le message est clair. À une semaine de l'investiture de Donald Trump, jamais les conditions
pour investir dans les marchés d'actions n'ont été aussi favorables. Jamais il n'y a eu aussi peu de risques. Jamais le climat géopolitique n'a été plus souriant, plus pacifique. Et jamais l'avenir économique n'a été aussi radieux et aussi limpide. Tout le monde sait évidemment quel sera le niveau de profit des entreprises américaines dans 6 mois, voire dans 1 an, quand on ne pourra plus produire au Mexique et qu'il faudra bien sûr embaucher des Américains et faire grimper les prix de revient. Les marges des entreprises vont certainement exploser. Oui, exploser tout simplement. Les profits pourraient effectivement fondre très rapidement. Alors en Europe, on continue de nous bassiner avec ce retard à combler sur les indices américains. Ah bah c'est sûr que pour aller de 17 fois les bénéfices à 25 fois comme on a aux États-Unis, on a effectivement de la marge. Il faudrait aussi que le niveau des profits enregistrés en Europe soit comparable. Mais ça, c'est un petit détail. Et puis, il y a toujours ce fameux retard à combler sur le DAX allemand par le CAC 40. Vous voyez, le DAX allemand à 11 600 et le CAC qui peine même à rejoindre les 5000. Sauf que le CAC 40 Global Return, nous le répétons, nous le martelons, ce CAC 40 Global Return créé en même temps que le DAX en janvier 1988, le CAC Global Return est aujourd'hui, allez, il vient de retomber là juste en dessous des 12 100, enfin grosso modo, il est quand même au-dessus de 12 000, tandis que le DAX est à, nous le répétons, allez, 11 006 vendredi, 11 005 aujourd'hui. Donc le DAX est environ 5% en dessous du CAC 40. Alors lequel doit combler du retard sur l'autre, nous vous laissons deviner. Cela dit, on sent bien qu'il y a une forte volonté de propulser le CAC 40 jusque vers 5000 et probablement le DAX jusque vers 11 800. Et puis il y a aussi la forte volonté de maintenir le suspense sur le Dow Jones qui a été arrêté vendredi. C'est fantastique si jamais vous pensez que le marché, et c'est encore le lieu où se manifeste une forme de hasard immanent pour la constitution des cours, sachez que le Dow Jones a été arrêté à 19 999 points et 63 centièmes. Ça nous rappelle la fois où le S&P 500 avait inscrit 2000.00,02. Et puis malheureusement, après la clôture, il y avait eu une correction parce que les algorithmes avaient évidemment déconné. Ils avaient fait s'effondrer 2 ou 3 titres. On était obligé de corriger la clôture et on était alors passé à 2000 et 2 points, etc. Donc vous voyez que tout est absolument sous contrôle et nous allons même jusqu'à prétendre qu'en fait, non seulement on sait exactement quel est le cours qu'on inscrira à la clôture, c'est préprogrammé, mais certains doivent connaître également les dates où le marché aura rendez-vous ou pas, par exemple avec les 20 000. Alors pourquoi ne pas inscrire 20 000 tout rond vendredi? Pourquoi s'acharner pendant 3 heures à bloquer le Dow Jones sous les 20 000? Tout simplement pour empêcher la désactivation de certains produits associés au Dow Jones ou pour empêcher que se déclenchent réciproquement des stops à l'achat qui perturberaient éventuellement ce qui a été programmé. Alors nous disions depuis le 1er janvier que on va peut-être inscrire les 20 000 le jour de l'investiture de Donald Trump, pas pour célébrer le fait qu'il prête serment, mais simplement pour remercier Barack Obama d'avoir fait tripler les indices boursiers. Enfin, c'est lui et la Banque centrale, naturellement, qui ont travaillé de façon parfaitement harmonieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, doublement de la dette américaine en 8 ans, triplement de la valeur des marchés financiers. Mais non, il n'y a pas de bulle et ça va très bien se passer.